It was about 3 weeks ago on holiday in Kenya. We had a little private time away together. Le dîner d'État au palais de Buckingham était planifié depuis des mois comme une démonstration parfaite d'unité de diplomatie et de grâce royale. Chaque lustre brillait dans un alignement parfait poli pour refléter la douce lumière dorée qui cascadait sur la grande salle de bal. Le tapis cramoisi s'étendant des portes du palais à l'entrée resplendissait sous les pieds des dignitaires venus des nations les plus puissantes du monde. Dehors, l'air était empli du léger parfum des roses fraîches qui flottaient dans la cour, tandis qu'à l'intérieur des siècles d'histoire se déployaient dans les cadres dorés des portraits royaux. Sur cette scène, chaque geste était calculé, chaque détail orchestré, pour projeter le prestige durable de la monarchie auprès d'un public international. Catherine avait consacré des semaines de préparation minutieuse à cette soirée, choisissant une robe au ton intense de pierres précieuses, taillée avec une précision exquise, exprimant à la fois élégance et force tranquille. Ces bijoux avaient été choisis non par ostentation, mais pour leur signification, chaque pièce portant une histoire, la reliant à l'héritage des reines qui l'avaient précédée. Sa coiffure était douce mais raffinée, un équilibre parfait entre sophistication moderne et traditions intemporelles que la monarchie cherchait à préserver. Elle entra dans la salle de bal avec l'assurance de quelqu'un qui comprenait l'attention qui suivrait chacun de ses mouvements. Les caméras immortaliseraient ses expressions, les diplomates interpréteraient son calme comme un signe de stabilité de la Grande-Bretagne et le public verrait en elle le reflet de l'avenir de la couronne. Tandis qu'elle adressait de chaleureux sourires aux invités, rien ne laissait présager que les tensions sous-jacentes se propageaient. Pourtant, au sein du palais, des tensions couvaient depuis des années. Derrière la civilité et les politesses formelles, une rivalité discrète entre Catherine et Camilla avait longtemps façonné certains moments de la vie publique. Les sondages de popularité diffusés discrètement mais jamais ignorés placèrent souvent Catherine loin devant dans l'affection du public. Son action caritative suscitait un soutien immédiat, ses apparitions faisèrent la une des journaux et les foules qui se rassemblaient pour elle semblaient chaque année plus nombreuses. Pour Camilla, qui s'était battue pour sa place au sein de la monarchie, malgré des décennies de scepticisme et de tempêtes médiatiques, ses comparaisons étaient cinglantes et ne s'estompaient jamais complètement. Au fil du temps, des schémas subtils se dessinaient. Les calendriers d'engagement étaient ajustés afin que les apparitions de Catherine soient éclipsées. Les invitations à des rassemblements importants lui parvenaient parfois plus tard que prévu. Le plan de table, lors des cérémonies officielles, était parfois modifié au dernier moment, limitant ainsi sa proximité avec des alliés influents. Pour un observateur extérieur, ces changements administratifs pouvaient paraître anodins, mais pour ceux qui étaient au palais, cette répétition suggérait une démarche plus délibérée. Malgré ces manœuvres, Catherine gardait son sang-froid et son engagement envers ses fonctions. Elle traitait Camilla avec respect, ne laissant jamais les tensions éclater au grand jour. Pourtant, elle ne pouvait ignorer les petits empiètements qui, au fil des ans, s'accumulaient comme une lente et constante érosion de l'espace. La relation entre les deux femmes était moins façonnée par une confrontation ouverte que par un jeu constant de positionnement silencieux. Une semaine, il pouvait s'agir d'un ajustement de place, une autre d'un communiqué de presse stratégiquement placé. Le soir du dîner d'État, le jeu passa des manœuvres subtiles à un acte très public. À l'approche du second plat, un serveur s'avança avec un plateau de vin rouge profond. Camilla, assise à portée de vue de Catherine, fit un geste à peine perceptible poussant son propre verre dans le chemin du serveur. Le contact fut léger, presque négligeable, mais parfaitement synchronisé. Le déversement fut instantané, le vin ruisselant sur la robe de Catherine dans une floraison cramoisie qui provoqua un soupir audible parmi les tables voisines. Les caméras toujours prêtes à l'inattendu capturèrent l'instant avec une précision extrême. En un clin d'œil, la robe que Catherine avait choisie avec tant de soin fut ruinée devant un parterre de dignitaires et des millions de spectateurs. Camilla réagit avec une inquiétude qui semblait répéter les mains levées et la voix juste assez forte pour être entendue, même si son regard trahissait quelque chose de moins sympathique. La réaction de Catherine fut mesurée. Elle tamponna le tissu avec une serviette en lin d'un geste calme, d'une voix assurée, rassurant ceux qui l'entouraient. Le reste du dîner se poursuivit dans une atmosphère tendue. Les invités chuchotèrent discrètement, certains feignant de ne rien remarquer d'autres, échangeant des regards confirmant qu'ils comprenaient les implications profondes. Les images de la robe trempée se propageaient déjà au-delà de la salle de bal destinée à faire la une des journaux avant la fin de la soirée. Catherine garda sa posture, refusant de laisser l'humiliation dicter sa conduite, mais de l'autre côté de la salle, William observait la scène avec une expression crispée. Pour lui, cette scène n'était pas un accident. C'était l'aboutissement d'années de manœuvres calculées désormais rendues visibles sous les projecteurs les plus brillants. Il pouvait lire dans le léger sourire narquois de Camilla la confirmation discrète d'une intention.
L'équilibre au sein de la famille royale avait basculé à cet instant. Ce qui avait commencé comme une soirée destinée à mettre en valeur l'harmonie était devenu le premier chapitre d'une crise qui allait remettre en cause l'image de la monarchie et imposer des décisions aux conséquences bien plus importantes qu'une simple nuit d'embarras. Dans les jours qui suivirent le dîner d'État, le palais s'empressa de contenir les retombées. Des photos officielles diffusées aux médias montrèrent des visages souriants et des toasts officiels, la tache de vin brillait par son absence. Des déclarations publiques soulignèrent le succès de la soirée, soulignant le renforcement des liens diplomatiques et les généreuses promesses de dons des nations présentes. Derrière la façade, cependant, les couloirs de Buckingham régnaient sur une autre énergie. Le personnel, qui avait longtemps circulé entre les maisons royales, chuchotait entre eux dans des coins discrets, échangeant des récits de ce qu'ils avaient vu et entendu ce soir-là. Pendant des années, ces membres du personnel avaient été les témoins discrets de manœuvres subtiles visant Catherine. Les incidents étaient rarement flagrants, mais lorsqu'ils étaient liés, ils formaient un schéma difficile à ignorer. Maintenant, les événements du dîner encore présents, ces mêmes personnes ont commencé à s'exprimer plus ouvertement en privé. Certains ont qualifié le changement de place d'inhabituel, rappelant qu'il avait été approuvé au dernier moment. Un assistant principal directement impliqué dans les préparatifs a discrètement admis que la demande de déplacement de Catherine avait été formulée par le bureau de Camilla quelques heures seulement avant l'arrivée des invités. Le tournant survint lorsque William, déterminé à connaître toute la vérité, ordonna le visionnage des images de sécurité interne du palais. Conservées à des fins d'archives, ces images offraient une vue claire de la salle de banquet sous plusieurs angles. Un ralenti révéla Camilla se penchant vers un serveur quelques instants avant le déversement, sa main faisant un geste subtil en direction de Catherine. Puis vint le mouvement presque imperceptible de son verre s'alignant parfaitement avec la trajectoire du serveur. La séquence était si précise qu'il fallait s'en méfier pour la considérer comme accidentelle. Les preuves se sont amplifiées lorsqu'une chaîne de correspondance émanant de l'équipe d'organisation de l'événement a émergé. Il s'agissait de courriels et de notes manuscrites qui, à première vue, semblaient ordinaires. Pourtant, l'un des messages contenait une allusion troublante à la couleur de la robe de Catherine et à un accord mets-vin rouge prévu pour le plat principal. La formulation était prudente, mais le sous-entendu était suffisamment clair pour ceux qui connaissèrent la dynamique entre les deux femmes. Pour Guillaume, le poids de la preuve a fait passer la situation au-delà d'un simple grief personnel. Il ne s'agissait plus d'une question de perception ou de rivalité privée. Il s'agissait d'une humiliation orchestrée, perpétrée en présence des dirigeants les plus influents du monde. Elle avait porté atteinte non seulement à la dignité de son épouse, mais aussi à l'image publique de la monarchie. Laisser cette accusation sans réponse risquait de laisser entendre qu'un tel comportement était tolérable au plus haut niveau de la maison royale. La tension monta brusquement au sein du palais. Les hauts courtisans débattirent des conséquences d'une action contre la reine consort. Certains craignaient une crise constitutionnelle si l'héritier présomptif la défiait ouvertement. Lors de ses apparitions les jours suivant le dîner, elle accueillait la foule avec la même chaleur et la même attention que d'habitude. Sa tenue restait élégante et sobre signe de stabilité pour ceux qui la considéraient comme une future reine. Pourtant, ses proches percevaient la tranquille détermination derrière son calme apparent. Elle ne souhaitait pas aggraver la situation, mais elle n'oublierait pas ce qui avait été fait. La position de Guillaume se durcissait de jour en jour. En privé, il commença à consulter des conseillers de confiance évaluant les options, allant de la demande d'excuses directes à la recommandation de mesures officielles restreignant le rôle cérémoniel de Camilla. Sa motivation n'était pas présentée comme une vendetta personnelle, mais comme une défense de l'intégrité de la couronne. Pour lui, l'autorité de la monarchie reposait sur la conduite de ceux qui la représentaient. Si cette conduite était laissée en deçà des normes attendues, l'institution tout entière risquait de perdre sa crédibilité. La situation atteignit un tournant discret mais indéniable lorsque les preuves furent compilées dans un rapport exhaustif. Celui-ci comprenait le plan de table modifié, les images de sécurité, les témoignages du personnel et la correspondance suggestive. Chaque élément pris isolément pouvait être ignoré, mais ensemble, ils formaient un récit trop cohérent pour être ignoré. William comprit qu'agir sur la base de ces preuves non seulement mettrait Camilla directement en cause, mais placerait également son père, le roi Charles, dans une situation intenable. À l'intérieur du palais, l'atmosphère se fit pesante. Les réunions officielles se déroulaient avec une certaine formalité qui ressemblait davantage à un bouclier qu'à un protocole. Les courtisans évitaient de parler trop ouvertement en public, choisissant soigneusement leurs mots en privé. Chaque geste, chaque regard semblait chargé de la conscience qu'une fracture s'était ouverte au plus haut niveau de la monarchie. Au-delà des murs du palais, le public ignorait encore l'ampleur des événements. Mais à l'intérieur, la vérité était désormais établie, indéniable, attendant la prochaine action décisive.
La soirée censée mettre en valeur l'unité avait au contraire révélé sa fragilité. Le décor était planté pour une confrontation qui ne se limiterait pas aux salles dorées de Buckingham Palace, mais qui résonnerait dans tout le Commonwealth et dans les pages de l'histoire. Le roi Charles avait dû faire face à des turbulences politiques, à des épreuves personnelles et à une intense surveillance publique, mais rien ne pouvait égaler la tempête qui grondait au palais après le dîner d'État. La tension n'était plus subtile ni contenue. Des conseillers en poste depuis des décennies percevaient la profondeur de la fracture. D'un côté, Guillaume, l'héritier présomptif armé de preuves irréfutables, est résolu à défendre l'idée que la monarchie doit se maintenir au plus haut standard. De l'autre, Camilla, la reine consort régnante dont l'influence et l'histoire avec le roi rendaient toute action contre elle aux conséquences sismiques. Derrière les épais murs du palais de Buckingham, Charles se retirait dans son bureau privé pendant de longues heures, réfléchissant aux implications de chaque action possible. Choisir de se ranger du côté de son fils pouvait préserver la réputation morale de la monarchie, mais risquait de compromettre irrémédiablement son mariage. Choisir de protéger Camilla pouvait préserver sa vie privée, mais risquait de briser la confiance du public et de s'aliéner le futur roi. Tout menait à des bouleversements. Le public n'en avait pas encore eu la preuve, mais des rumeurs parmi les hauts fonctionnaires et les correspondants royaux laissaient entendre qu'un événement sans précédent se préparait. La gravité du moment exigeait une consultation et quelques jours plus tard, Charles convoqua une réunion d'urgence discrète du conseil privé. La réunion eut lieu dans une salle chargée de siècles d'histoire, avec ses murs lambrissés de chêne et sa longue table cirée où se tenait désormais une discussion qui pourrait définir la couronne pour une génération. Étaient présents de hauts conseillers juridiques des courtisans de confiance, et quelques membres de la famille royale autorisés à entendre l'affaire dans son intégralité. Les preuves furent présentées avec la précision d'un procès, le plan de table modifié fut examiné en premier, la date du changement étant directement liée au bureau de Camilla. Viennent ensuite les images haute résolution des caméras de sécurité interne du palais, montrant la séquence précise des événements ayant conduit à la fuite. Les images ralenties et analysées image par image ne laissaient guère de place au doute. Puis vint la correspondance découverte par l'équipe des événements qui incluait la référence à la couleur de la robe de Catherine et à l'accord mais vin rouge du plat principal. Aucun élément ne contenait d'aveu pur et simple, mais pris ensemble, ils dressaient un tableau trop délibéré pour être ignoré. Le débat qui a suivi a été tendu et polarisé. Certains ont soutenu que toute action visible contre la reine consort déstabiliserait la monarchie et susciterait les critiques des traditionalistes de tout le Commonwealth. D'autres ont rétorqué que l'inaction enverrait le message que les rivalités personnelles pourraient miner l'institution sans conséquence. La discussion s'est prolongée jusqu'au soir, les lourds rideaux de velours étant tirés pour tenir le monde extérieur à distance. Dans les moments de silence entre les disputes, Charles repensait à Catherine à table, assise bien droite malgré la tache qui jonchait sa robe. Il repensait au regard inflexible de William lors des derniers toasts, un mélange de fureur et de retenue qui trahissait un homme déterminé à protéger son épouse et la dignité de la monarchie. Il repensait au sourire narquois de Camilla, un détail rapporté à voix basse par plus d'un observateur. Alors que la réunion s'ajournait sans résolution, le poids de l'indécision pesait de plus en plus lourd. La question ne pouvait rester indéfiniment sans solution. La patience de Guillaume était à ses limites, et une simple fuite dans la presse pouvait briser le sentiment d'unité du public. Le roi comprenait qu'à partir du moment où l'un des camps agirait unilatéralement, l'autre serait contraint de réagir et les conséquences seraient impossibles à contenir. Dans les jours qui suivirent, les conseillers du palais travaillèrent d'urgence à l'élaboration de plans d'urgence. Des ébauches de déclarations publiques se furent rédigées et réécrites, chacune avec des nuances plus ou moins marquées de fermeté ou de réconciliation. Des experts juridiques explorèrent les limites constitutionnelles de la modification du rôle cérémoniel d'une consort régnante. Des canaux diplomatiques de confiance évaluèrent discrètement la réaction des dirigeants étrangers si le scandale était rendu public. Pendant ce temps, Guillaume se retira dans son bureau privé ne rencontrant que ses plus fidèles conseillers. Le rapport contenant les preuves resta sur son bureau, rappel constant de la limite franchie. Il était déterminé à ce que cette affaire ne soit pas enterrée dans les archives comme une nouvelle querelle familiale non exprimée. Si le palais n'agissait pas, il révélerait lui-même la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Sa conviction ne reposait pas sur une vengeance personnelle, mais sur la conviction que l'autorité morale de la couronne devait rester intacte pour le bien des générations futures. Catherine garda son sang-froid en public, poursuivant son programme d'engagement sans faiblir. Lors d'événements caritatifs et de visites officielles, elle fut accueillie par des foules enthousiastes dont l'affection pour elle ne fit que croître après l'incident du dîner. La presse remarqua son silence digne contrastant avec l'absence soudaine de Camilla de la vie publique. Chacune de ces apparitions renforçait le sentiment que le public la voyait non seulement comme une future reine, mais aussi comme une force stabilisatrice en cette période de troubles intérieurs.
À la fin de la 2e semaine, la pression au sein du palais avait atteint un point où l'inaction devenait plus dangereuse que toute décision. La tempête avait été contenue à l'abri des regards du public, mais elle gagnait en intensité, et les proches du palais savaient qu'un jugement était inévitable. Lorsqu'il surviendrait, il déciderait non seulement du sort des individus impliqués, mais pourrait aussi altérer l'image de la monarchie pour les décennies à venir. Le moment décisif arriva par une matinée fraîche, lorsque le service de presse du palais lança une convocation inattendue aux médias du monde entier. La convocation était brève, sans explication, mais son ton était d'une portée indéniable. En quelques heures, la salle de briefing du palais de Buckingham était remplie de journalistes d'équipes de tournage et de correspondants du monde entier. Devant les grilles, une foule se pressait impatiente, le souffle perçant dans l'air frais, la voix basse s'interrogeant sur ce qui allait se passer. Lorsque Guillaume s'avança, l'atmosphère changea instantanément. Vêtu d'un costume sombre, impeccablement coupé, il affichait une posture inébranlable et une expression résolue. Un silence complet s'abattit sur la salle tandis qu'il s'approchait du podium. D'un ton mesuré, il commença par évoquer son engagement de toute une vie envers la couronne, le devoir sacré de servir avec honneur et la responsabilité de préserver la dignité de ceux qui se consacrent à la monarchie. Il évoqua le dîner d'État sans s'attarder sur le spectacle, le présentant plutôt comme un moment marquant une grave rupture de confiance au sein de la maison royale. Sans citer de nom d'emblée, il affirma qu'aucun individu, quel que soit son rang, ne pouvait être autorisé à agir d'une manière qui porte atteinte à l'unité et à la moralité de la famille. Ces mots étaient choisis avec précision, traduisant à la fois l'autorité de sa position et la clarté morale de ses intentions. Puis vint la déclaration qui allait retentir dans tout le Commonwealth. Avec effet immédiat, les titres honorifiques et les privilèges cérémoniels de la reine consort allaient être retirés. Guillaume souligna que cette décision n'avait pas été prise à la légère ni motivée par un ressentiment personnel. Il s'agissait, dit-il, d'un acte visant à protéger l'intégrité de la couronne pour les générations à venir. Il reconnut la rareté d'une telle action dans l'histoire royale moderne, mais insista sur le fait que la responsabilité au sein de l'institution était non négociable. À sa conclusion, les flashs des appareils photo ont rempli la salle suivie d'une rafale de questions. William s'est retiré de la tribune sans répondre davantage, laissant la presse et le public s'imprégner de l'énormité de ce qu'ils venaient d'observer. Les images de son annonce ont fait le tour du monde en quelques minutes. Les gros titres allaient des éloges pour son leadership décisif aux spéculations sur les conséquences pour la stabilité de la monarchie. Dans les jours qui suivirent, l'impact fut indéniable. Les sondages d'opinion révélèrent un soutien massif aux actions de Guillaume parmi les jeunes citoyens qui y voyaient le signe d'une évolution de la monarchie vers plus de transparence et de responsabilité. Les traditionalistes plus âgés étaient plus divisés, certains exprimant leur malaise face à la réprimande publique d'un consort régnant. Pourtant, même parmi les critiques, on reconnaissait que l'acte avait été audacieux et sans précédent. La réaction internationale fut mesurée mais révélatrice. Des sources diplomatiques de plusieurs pays alliés saluèrent en privé cette décision, l'interprétant comme un signe que le prochain règne serait marqué par la fermeté morale. Les médias étrangers y consacrèrent une large couverture, analysant l'impact de cette décision sur l'image de la Grande-Bretagne à l'étranger. Dans les cercles politiques, la gestion de l'affaire par Guillaume II fut perçue comme un signe de sa volonté d'affronter les défis internes avec la même détermination qu'il pourrait un jour déployer face aux crises nationales. Au palais, l'effet fut immédiat et profond. Camilla se retira complètement de la vie publique, son absence étant remarquée lors d'événements où sa présence était autrefois systématique. Son nom disparut des agendas et son portrait fut déplacé des positions les plus importantes vers des lieux plus privés. Aucune explication officielle n'accompagna ces changements, mais le silence lui-même devint un témoignage. Il était clair pour tous que son influence avait été irrémédiablement diminuée. Catherine, en revanche, a commencé à apparaître plus fréquemment lors d'événements prestigieux. Sa première apparition publique après l'annonce a eu lieu lors d'un événement caritatif pour la santé mentale des enfants où elle portait une robe saphir qui semblait symboliser à la fois la résilience et le renouveau. Elle a accueilli les invités avec sa chaleur habituelle, mais il y avait une force subtile dans son attitude, l'assurance tranquille qu'elle était sortie de cette épreuve plus forte qu'avant. La couverture médiatique a rapidement évolué, la présentant comme une figure de dignité et de stabilité contrastant avec les turbulences des dernières semaines. La foule à ces cérémonies s'est accrue et les applaudissements qui l'ont accueillie ont souvent continué longtemps après son départ pour s'adresser au groupe suivant. Les commentateurs ont souligné que cet épisode, loin de la dévaloriser, avait rehaussé son prestige tant au niveau national qu'international. Pour beaucoup, elle incarnait désormais les valeurs qu'ils souhaitaient avoir dans l'avenir de la monarchie, la compassion, la constance et la capacité à surmonter l'adversité avec grâce. En coulisses, la redistribution de l'influence était évidente. Les hauts courtisans, autrefois partagés en matière de loyauté, commencèrent à se rapprocher de Guillaume et Catherine.
La prise de décision au sein de la maison royale se réorienta subtilement vers leurs priorités et la planification des engagements futurs reflétait une vision de la monarchie où le partenariat du couple était central. L'image publique de la couronne changeait et avec elle le ton de son message au monde. La soirée du dîner d'État avait débuté comme une démonstration d'unité soigneusement orchestrée. Elle s'était conclue comme le catalyseur de l'un des plus importants débats internes de l'histoire royale moderne. Le choix de Guillaume d'agir publiquement avait non seulement corrigé une injustice personnelle, mais avait également remodelé l'équilibre de la monarchie elle-même. Les répercussions de cette décision allaient continuer à influencer son cours pendant des années. Dans les semaines qui suivirent l'annonce sans précédent de William, la monarchie entra dans une période de transformation discrète, mais indéniable. L'absence de Camilla sur la scène publique devint totale. Les engagements qui mentionnaient autrefois son nom se déroulèrent sans qu'on le mentionne, et sa visibilité au sein du palais diminua à tel point que même le personnel de longue date la vit peu. Si aucune déclaration officielle n'expliqua son retrait, la réalité se passait de toute explication. Le monde avait été témoin de la suppression de ses privilèges cérémoniels et le silence qui suivit fut plus pesant que toute explication publique. Pour le public, le changement le plus marquant fut la nouvelle notoriété de Catherine. Ses apparitions véhiculaient une autorité renouvelée comme si cette épreuve avait non seulement mis sa résilience à l'épreuve, mais aussi consolidé sa position de future reine. Lors d'une cérémonie commémorative pour le personnel soignant, elle se tenait devant des milliers de personnes, son calme et son discours mesuré trouvant un profond écho auprès de l'assistance et des millions de téléspectateurs. La photo d'elle seule à l'estrade encadrée par des arches de pierre historiques est devenue l'une des plus diffusées de la saison. À l'international, sa réputation s'est rapidement renforcée. Les médias d'Europe, d'Amérique du Nord et du Commonwealth ont publié des portraits la décrivant comme une figure intègre capable de mener la monarchie vers une ère plus responsable. Les analystes ont souligné que ses talents de diplomate, associés à la volonté de Guillaume de faire respecter les normes, annonçaient une possible évolution vers une couronne plus ouverte, plus respectueuse des principes et plus réceptive à l'opinion publique. Cela contrastait fortement avec l'image d'une institution souvent critiquée pour sa volonté de protéger les siens à tout prix. Au sein du palais, la redistribution des influences se poursuivit discrètement. Les conseillers qui avaient autrefois partagé leur allégeance entre plusieurs personnalités de haut rang orientèrent de plus en plus leur loyauté vers le prince et la princesse de Galles. Les réunions de planification des prochaines visites d'État placèrent William et Catherine au centre avec des propositions d'apparition communes destinées à projeter l'unité. Ce changement subtil ne passa pas inaperçu auprès des diplomates étrangers qui commencèrent à solliciter des rencontres avec eux deux ensemble, considérant le couple comme les principaux représentants de l'avenir royal britannique. Catherine a abordé ses responsabilités croissantes avec une prudence délibérée. Elle s'est concentrée sur des causes qui trouvaient un large écho auprès du public, notamment des initiatives en faveur du développement de la petite enfance, des services de santé mentale et des programmes de réadaptation des anciens combattants. Ses discours, sans jamais être ouvertement politiques, étaient empreints d'un ton déterminé qui suggérait une vision claire de son rôle. L'authenticité de son engagement envers ces causes a renforcé la confiance du public et les sondages d'opinion ont révélé une hausse constante de sa cote de popularité. William s'est lui aussi adapté à la nouvelle dynamique. Ses apparitions publiques étaient caractérisées par un équilibre entre autorité formelle et accessibilité. Lors d'une visite remarquée à un sommet technologique consacré à la cybersécurité mondiale, il s'est adressé à l'auditoire avec un mélange de perspicacité stratégique et de conviction personnelle. Les observateurs ont noté que sa confiance semblait renforcée par les événements des dernières semaines, comme si la confrontation avait cristallisé ses priorités, non seulement en tant que mari et père, mais aussi en tant que futur monarque. Pourtant, sous la surface, le palais restait attentif aux risques. Les hauts courtisans comprenaient que la suppression des privilèges d'une consort régnante était un acte sans précédent. Ils œuvrèrent avec soin pour que la transition ne soit pas perçue comme un scandale, mais comme une correction nécessaire au respect des normes. Cela impliquait de maintenir un contrôle strict sur les messages publics en veillant à ce que chaque déclaration officielle, chaque photographie et chaque engagement renforce les thèmes de l'unité de la responsabilité et du service. Pour le Commonwealth dans son ensemble, cet épisode a servi de leçon quant à l'évolution possible de la monarchie. En Australie et au Canada, les commentateurs ont spéculé que ce nouveau modèle de transparence pourrait renforcer la pertinence de la couronne dans les pays où le sentiment républicain gagnait lentement du terrain. Dans les pays des Caraïbes, où les débats sur l'avenir de la monarchie s'étaient intensifiés ces dernières années, certaines personnalités politiques ont souligné que la volonté de Guillaume de dénoncer publiquement les abus internes lui avait valu un regain de respect. La position de Camilla demeurait ambiguë. Bien que toujours épouse du roi, son rôle dans la vie cérémonielle de la monarchie était de fait en sommeil.
Des rapports privés suggéraient qu'elle passait davantage de temps dans des résidences éloignées de Londres, entourée d'un cercle restreint de fidèles collaborateurs. Certains alliés milient discrètement pour une réintégration progressive dans la vie publique, mais l'opinion dominante au sein des hauts conseillers était que son retour, s'il avait lieu, serait limité et soigneusement géré afin d'éviter de rouvrir les blessures des derniers mois. La transformation fut peut-être la plus visible dans la réaction du public à la rencontre de Guillaume et Catherine. Leurs apparitions conjointes attiraient des foules nombreuses et enthousiastes, et les médias les présentaient souvent comme une force unie, capable de moderniser l'institution sans perdre son sens de la tradition. Ce regain d'énergie publique exerça un poids politique subtil, mais important, renforçant la position de la monarchie à une époque où la pertinence ne se présumait plus, mais se gagnait. Le dîner d'État, qui avait débuté comme une soirée d'unité diplomatique, était devenu un tournant pour la couronne. Dès lors, l'image d'une monarchie prête à protéger sa dignité même au prix de sa vie commença à s'imposer. L'endurance silencieuse de Catherine et l'action décisive de Guillaume remodelèrent non seulement leur trajectoire personnelle, mais aussi l'équilibre même des influences au sein de la maison royale. Alors que l'hiver laissait place au printemps, le palais avançait avec une détermination raffinée. Les engagements étaient planifiés des mois à l'avance afin de maximiser la visibilité du prince et de la princesse de Galles. Leurs visages devinrent l'image dominante des communications officielles. Et leur message était clair, il s'agissait d'une institution vouée à l'honneur, au service et à l'intégrité. Les conséquences de cette soirée fatidique dans la salle de bal n'étaient pas encore connues, mais la direction était fixée et l'avenir de la monarchie avait pris un tournant décisif vers un nouvel ordre. À mesure que le printemps avançait, la nouvelle image de la monarchie commença à se consolider tant au pays qu'à l'étranger. La décision de priver la reine consort de ses privilèges cérémoniels avait déjà modifié l'équilibre de la maison royale, mais elle façonnait désormais la manière même dont la couronne était présentée au monde. Guillaume et Catherine devinrent les figures centrales de presque tous les grands événements, leur présence témoignant d'un engagement renouvelé en faveur de la dignité, de la transparence et du leadership moral. Les apparitions publiques furent soigneusement choisies pour mettre en valeur les atouts du couple. Lors d'une réception officielle pour les dirigeants européens en visite, ils évoluèrent dans la salle avec l'aisance de diplomates chevronnés, chaque échange étant marqué par un engagement sincère plutôt que par une formalité répétitive. La tenue de Catherine, subtil mélange de modernité et de détails traditionnels, fut largement saluée par les commentateurs de mode, tandis que les discours de Guillaume affichaient une clarté d'intention qui s'attira les éloges d'hommes d'État expérimentés. Le symbolisme de leur unité était indéniable et la réaction du public reflétait le sentiment croissant que la monarchie entrait dans une ère plus ouverte et plus responsable. La couverture médiatique commença à se concentrer sur l'évolution du rôle de la monarchie face aux défis contemporains. L'engagement de Guillaume en faveur des initiatives environnementales et l'implication profonde de Catherine dans les projets de protection de l'enfance furent largement relayés. L'organisation conjointe d'un sommet mondial sur le développement de la petite enfance réunissant des experts de plus de 30 pays marqua un tournant décisif. Cet événement souligna leur capacité à susciter un dialogue constructif sur des questions d'importance internationale tout en renforçant l'image d'une monarchie capable d'agir comme force de changement positif. Au sein du palais, les hauts courtisans s'efforcèrent de garantir que ce nouveau chapitre soit soutenu par une planification stratégique rigoureuse. Les calendriers d'engagement étaient de planifier des mois à l'avance afin de maintenir la dynamique. Les équipes de communication élaboraient des discours mettant l'accent sur la continuité avec la tradition tout en privilégiant la réforme. L'équilibre délicat entre héritage et progrès devint le principe directeur de chaque action publique. Pour Catherine, les mois qui ont suivi le scandale ont été une période de prise de pouvoir discrète mais significative. Libérée des menaces subtiles qui avaient autrefois pesé sur ses engagements, elle a assumé un éventail plus large de responsabilités. Ses discours ont gagné en assurance et ses initiatives politiques ont commencé à produire des résultats mesurables. Les sondages d'opinion la classaient systématiquement parmi les personnalités les plus respectées de la vie nationale, avec des taux de popularité dépassant les clivages générationnels et politiques. Guillaume II s'adapta lui aussi à la lourdeur de son rôle élargi. Ses talents de diplomate furent mis à l'épreuve lors d'une série de rencontres privées avec des dirigeants des pays du Commonwealth, dont certains débattaient ouvertement de leurs liens constitutionnels avec la couronne. Son sens de l'écoute, allié à une vision claire d'une monarchie modernisée, lui valut des éloges prudents même de dirigeants par ailleurs sceptiques à l'égard de l'institution. Au-delà du Royaume-Uni, les changements ont eu des répercussions subtiles mais importantes. Au Canada, la décision de dénoncer publiquement les fautes internes a été perçue comme une rupture rafraîchissante avec la tendance royale traditionnelle au secret. En Australie, les comités de rédaction se sont demandé si la transparence retrouvée de la monarchie pouvait retarder ou accélérer les mouvements républicains.
Dans les Caraïbes, où les appels à l'indépendance vis-à-vis de la couronne se faisaient de plus en plus pressants, certains commentateurs ont reconnu que les actions de Guillaume avaient restauré une certaine crédibilité morale à l'institution. Pendant ce temps, le rôle réduit de Camilla continuait de faire l'objet de spéculations. Bien qu'elle fût occasionnellement aperçue en privé, son absence de la vie officielle était devenue la norme. Des sources proches du palais suggéraient que tout retour serait progressif et très contrôlé sans espoir de retrouver son ancienne importance cérémonielle. Sa présence réduite permit de concentrer l'attention sur Guillaume et Catherine, renforçant l'image d'une monarchie tournée vers l'avenir. Les implications à long terme de ce changement sont apparues clairement lorsque le palais a dévoilé son programme pour l'année à venir. Le calendrier était dominé par les engagements du prince et de la princesse de Galles, notamment des visites d'État auprès de partenaires clés du Commonwealth, une initiative caritative de premier plan en faveur de la résilience climatique et un programme élargi de soutien aux anciens combattants. Chaque événement visait non seulement à remplir des fonctions cérémonielles, mais aussi à témoigner de contributions concrètes à la vie publique. En privé, Guillaume et Catherine étaient pleinement conscients que leur position élevée impliquait des attentes accrues. Chaque mot, chaque geste était scruté à la loupe. Ils comprenaient que la bonne volonté suscitée par le scandale pouvait être éphémère si elle n'était pas soutenue par une action cohérente. Pour eux, la leçon de ce dîner fatidique était claire, la monarchie ne pouvait plus compter uniquement sur la tradition pour sa légitimité. Elle devait gagner le respect par le service, l'intégrité et une responsabilité visible. La nuit, qui avait commencé comme une éclatante démonstration d'unité, s'était transformée en un moment décisif de vérité. De l'humiliation infligée à Catherine à l'action décisive de Guillaume, la succession des événements avait mis à l'épreuve la résilience de la monarchie et remodelé sa trajectoire. Le public voyait désormais un couple royal prêt à affronter les injustices, même en son sein, et à placer l'honneur de l'institution au-dessus de son confort personnel. Au fil de l'année, le message qui émanait du palais de Buckingham était sans équivoque. L'ère de l'endurance silencieuse était révolue. Une nouvelle norme avait été établie exigeant la responsabilité de tous ceux qui portaient le poids de la couronne. Pour le public, pour le Commonwealth et pour l'histoire, ce changement marquait non seulement la résolution d'un conflit familial, mais aussi le début d'un nouveau chapitre de l'histoire de la monarchie.